next speaker, Jan, is a structural biologist. He has more than 14 years of experience in structural biology. Notre prochain speaker est Yann. Yann est un biologiste structurel qui a plus de 14 ans d'expérience dans le domaine. La conférence sera au sujet de l'apprentissage automatique ou comment l'apprentissage automatique a changé la biologie structurelle pour toujours ou pas. J'espère que je pourrai vous présenter quelque chose qui sera intéressant pour vous. J'ai essayé d'ajuster cette conférence afin que vous sortiez avec de nouvelles informations, que vous appreniez quelque chose du talk, que vous soyez un biologiste aguerri ou quelqu'un qui ne connaît rien au domaine. Le talk traitera d'AlphaFold. Alors, tout a commencé quand la première place du CASP, du prix CASP, qui est Critical Assessment of Protein Structure Prediction, un championnat dans le domaine de la prédiction des structures secondaires de protéines. Et à la fin, les prédictions sont comparées avec les solutions, donc les cristaux de protéines. Et le 13e CASP était la première fois qu'on avait une compagnie qui est entrée dans le championnat. Et du coup, le graphe que vous voyez à droite représente à quel point la prédiction est bonne et le score sur l'autre axe. Du coup, vous voyez tous les autres participants en vert et en bleu, la compagnie AlphaFold. C'était un peu choquant pour la communauté parce que les scientifiques ont fait ça pendant des décennies. Et du coup, on a un nouveau player, un nouvel entrant qui a vraiment surpasser tout le monde. Je vais m'auto-citer. Donc c'était intéressant qu'il y ait une compagnie privée qui fait de la science mais qui ne publie pas. En 2018, quand c'est sorti, en 2018, il n'y avait rien de publié, rien de public, rien dans le domaine public. Et il leur a fallu 2 ans afin qu'ils puissent publier dans un journal qui est public. Vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre ce graphe, mais ce que vous pouvez voir encore une fois, c'est que la prochaine édition, l'édition suivante de la compétition de prédiction de protéines, de structure de protéines, en noir, c'est ce que Google a fait. Donc, ils ont parfaitement résolu tous les problèmes qui leur ont été posés. Et encore une fois, un graphe pour vous représenter à quel point ils avaient de l'avance par rapport à tous les autres participants. À droite, vous avez AlphaFold et puis la seconde place est vraiment très loin. La deuxième place. Je vais vous montrer avec le pointeur sur la slide. Donc ça, c'est le Lab Baker qui est très connu dans le domaine, qui sont les leaders du domaine pendant des décennies. Ils sont arrivés deuxième, c'est vous dire. Donc c'était une nouvelle extraordinaire, au moins pour les scientifiques.
Et tout le monde pensait que ce problème maintenant de prédiction des structures des protéines était résolu. Et il y a même des journaux non spécialisés tels que le New York Times qui a publié un article nommé Google a résolu ou l'intelligence artificielle a résolu un problème que les chercheurs, sur lequel les chercheurs travaillaient pendant plus de 50 ans. On a eu aussi une publication dans Spiegel, un journal public allemand. Et du coup, maintenant, sur Spectrum, ils ont publié que n'importe qui peut maintenant prévoir les structures secondaires des protéines. Ce qui est vrai, je vais vous montrer plus tard. Et on a un spécialiste qui a commenté que 2020 sera l'année dans l'histoire qui sera marquée par la pandémie du coronavirus, mais aussi l'année où le problème de structure secondaire de protéines est résolu. Quite a bit of rockers for just a scientific paper in Nature. Normally you don't hear that in the main newspapers. So let's now have a look. Why is it so dramatic? What is the Alors, big deal on va about essayer de AlphaFold? What's the big deal about comprendre un peu structure biology in pourquoi general? c'est aussi dramatique, pourquoi c'est aussi important et pourquoi il y a eu autant de tumulte autour de cette nouvelle et de ce programme. Donc on va prendre quelques pas en arrière et on va avoir des petites notions de biochimie et commencer par quelles sont les protéines. Qu'est-ce qu'une protéine? Donc ça, c'est une image plus ou moins réaliste de mon bureau. C'est plutôt très semblable à une cave de geek. On utilise énormément de café, énormément de boissons énergétiques. Et comme vous pouvez voir, il n'y a quasiment pas de protéines ni dans le café ni dans les boissons énergétiques. Mais dans la pizza, il y en a. Donc voilà, ça c'est pour nos amis américains. On a une pizza américaine. Et il y a bien 8 grammes de protéines dans cette pizza. Les protéines sont un des 4 macromolécules, une des 4 macromolécules dans votre corps. Que sont les protéines en principe? Donc les protéines viennent de cellules, et si on y va un peu plus simplement, on peut se dire que nos cellules sont un peu comme des maisons. Et les protéines dans cette maison seraient du coup comparables à tous les outils que vous pouvez avoir dans votre maison. Donc tous ces différents outils et instruments sont différentes protéines qui sont capables de faire des fonctions ou d'accomplir des fonctions spécialisées. Si vous mangez la pizza dehors, par exemple, vous avez certaines protéines qui vont du coup pouvoir digérer cette pizza. Les protéines sont vraiment les briques qui constituent votre corps. Ce sont les petites machines qui peuvent catalyser des réactions biologiques, transformer de l'énergie en chaleur, etc. Donc voilà, on a différentes protéines ont différentes fonctions. En général, pour essayer de comprendre ce que les protéines peuvent vraiment faire, il faut qu'on regarde vraiment en détail. Et ici, on peut voir des structures de protéines qui sont à basse résolution, c'est-à-dire assez loin. Et ça, c'est des
des images à résolution basse. Rien qu'en regardant ça, avec de l'expérience et en connaissant la biologie, on peut voir que ça ressemble plutôt à une famille de protéines qui partagent la même structure. Et du coup, on a un domaine moteur, ATPase par exemple, qui peut utiliser de l'énergie, et on a un autre domaine effecteur. Rien qu'en regardant à peu près l'architecture ou la structure, la forme que prend la protéine, on peut essayer de déduire quelle est la fonction de cette protéine. C'est comme regarder un outil. Par exemple, regarder un couteau et se dire qu'il y a une lame, et la lame est très probablement là pour couper. Voilà. Et vous voyez là, on a fait un saut de résolution de 8 angstroms, qui est une mesure de résolution, à 2 angstroms, et vous voyez là à quel point on peut mieux voir et mieux différencier les trois différentes structures qu'on avait. Donc vous voyez ici, les trois images à basse résolution avaient à peu près la même forme, mais quand on augmente la résolution, on peut mieux voir que ce sont des instruments très très différents et qui sont utilisés pour des fonctions spécialisées. Donc, et c'est très important d'utiliser quelque chose de spécialisé pour une fonction spécialisée. Si vous mélangez les outils, vous n'allez pas avoir le même résultat à la fin. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une résolution aussi détaillée que possible. Donc si on connaît la structure de la protéine, on peut souvent déduire la fonction. Et je dis souvent parce qu'en tant que biologiste, il n'y a jamais d'absolu. Si on connaît la structure, on peut, la plupart du temps, soustraire ou déduire la fonctionnalité de cette protéine. Voilà, si vous avez un mixeur, il va mixer. Si vous avez une casserole, ça va bouillir. Et si vous avez un micro-ondes, il va produire des micro-ondes. Voilà. Donc, les protéines ne sont évidemment pas des mixeurs. Ils ne sont pas faits de parties électroniques ou de composants électroniques. Ceci, la seule structure chimique que vous allez voir aujourd'hui, n'ayez pas peur. Et du coup, ce que je veux vous dire ici, c'est que les protéines sont multimériques. Elles sont faites d'aminoacides. Et un acide aminé, c'est une molécule chimique qui ressemble à ce qui est présenté sur la slide. Il va avoir un groupe aminé, un groupe carboxyle et une chaîne accessoire qui va être différente selon l'acide aminé considéré. Et du coup, ça, je veux juste vous montrer comment ça ressemble en principe. Et les protéines sont de longues chaînes, du coup des multimères, qui sont constituées d'aminoacides. Et il existe 21 différentes briques, 21 différents aminoacides. Voilà. Et du coup, avec ces 21 briques, et selon la manière dont on les enchaîne, on peut faire des protéines différentes. Là, par exemple, on a une structure primaire d'une protéine. Donc, vous voyez que ces deux protéines ont une fonction très très différente, mais ils sont constitués. Voilà. Donc la différence n'est pas la quantité d'aminoacides, mais c'est l'orientation et leur position dans la chaîne. Et ça, c'est ce dont on réfère, ou ce à quoi on réfère en biologie comme structure primaire. Et donc ces structures primaires, cette chaîne qui est complètement dépliée, selon l'ordre des aminoacides, va pouvoir former ce qu'on appelle des structures secondaires, tertiaires et quadrinaires, qui va résulter en un objet 3D qui va avoir une forme complètement différente.
Et voilà, selon l'ordre dans lequel vous mettez vos billes sur la chaîne, vous allez obtenir des structures secondaires différentes. Donc, en général, go a little bit more into what it really looks like, because if we want to look at AlphaFold and what it produces, we have to at least have an idea how protein really looks like. si vous avez la même chaîne d'aminoacides dans le même ordre, vous allez normalement avoir la même structure secondaire à la fin. Donc c'est pour ça qu'on va se plonger un peu plus dans ce principe-là, parce que c'est très important à comprendre pour comprendre ce que AlphaFold fait. Et maintenant, par exemple, on est en train de vous montrer ça, ce n'est pas vraiment une protéine. Et là, du coup, on voit le repliement de la chaîne primaire, donc on voit la chaîne secondaire. Et là, les petits bâtonnets que vous voyez, au fait, c'est les side chains, les chaînes secondaires des aminoacides. Et chaque ligne droite est un atome. Et du coup, elles sont, selon la couleur, vous avez un différent atome. Par exemple, en rouge, c'est l'oxygène. Les atomes ont une masse, donc selon la représentation, vous allez obtenir une structure secondaire différente. Ici, en tenant compte de la masse, ça nous donne une visualisation qui est un peu plus réaliste. Et maintenant, si on pouvait le voir, ça c'est une rendition de la surface de la protéine. Mais la plupart du temps, c'est cette représentation qu'on utilise. C'est une hélice qui va nous permettre de voir un peu plus les détails à l'intérieur. Parce que malheureusement, ça, ce n'est pas la vraie image non plus, parce que ça, c'est un tout petit fragment de protéine. Et donc ça, c'est une partie d'un cristal qui a été résolu de manière expérimentale. Et vous voyez, ça, c'est toute la protéine. Donc vous voyez, le tout petit bout qu'on regardait tout à l'heure est vraiment un pourcentage minuscule de la totalité de la protéine. Et vous voyez toutes les différentes hélices et une différente manière de plier qui s'appelle bêta sheet, donc des feuillets bêta, qui est représentée en bleu avec les flèches. Et voilà, un biologiste structurel expérimenté peut comprendre à quelle famille de protéines ça correspond juste en regardant ça. C'est vrai. Et ici, vous avez aussi à droite une différente représentation d'une autre protéine. Donc, on a une protéine à deux domaines. À gauche et à droite, on a deux protéines séparées, mais vous voyez déjà qu'avec le cristal, on peut essayer de voir qu'il y a une interaction entre ces deux protéines au niveau de ces aminoacides particuliers. Mais je ne vais pas aller plus en détail là-dedans. Donc maintenant, on sait que la séquence définit la structure et on sait que la structure définit la fonction. Et du coup, c'est ce que AlphaFold utilise. Donc, à partir de la séquence, on devrait avoir la structure et la fonction de la protéine. À quoi ça sert ? Donc maintenant, je vous ai dit ce qu'était la structure des protéines et maintenant, je vais essayer de vous dire pourquoi c'est important. Si vous faites de la biologie structurale, vous comprenez la nature ou la vie à un niveau très très particulier et très défini. Donc on a un biologiste, cette image provient d'un collègue, David
Gospel, qui utilise son expérience en tant que biologiste structurelle pour faire maintenant des représentations. Et donc vous voyez ici de la peau. En jaune, c'est du collagène. Et du coup, on connaît les structures de toutes ces protéines parce qu'elles ont été résolues expérimentalement. Donc, juste grâce à la biologie structurelle, on connaît la structure des collagènes, on connaît leur forme particulière. Vous voyez que c'est une hélice à 3 brins qui ressemble un peu à de l'ADN. Et de manière assez intéressante, afin de pouvoir former ces hélices à 3 brins, vous avez besoin d'une machinerie qui vous aide à les entortiller les unes autour des autres. Et ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, il y a une protéine, la protéine élongée à droite, qui est une protéine collagène. Et à gauche, du coup, c'est la machinerie qui permet de former le collagène de manière structurelle. Donc, la biologie structurelle nous permet de comprendre de la physiologie basique. Donc, comment la vie fonctionne. Je vais vous donner un autre exemple qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus palpable. Évidemment, ça nous permet de comprendre la physiologie et de comprendre des maladies. Et ici, par exemple, nous avons une représentation du virus corona. Et ce que vous voyez sur la surface, c'est les protéines spike. On en a entendu parler durant la pandémie. Et du coup, ce que ça nous a permis de faire, la biologie structurelle nous a permis de résoudre la structure de ces protéines spike et du coup de comprendre comment elles fonctionnent, à quels récepteurs elles s'attachent pour pouvoir vous infecter et aussi toutes les mutations. Vous voyez, si vous vous souvenez, les versions alpha, bêta du virus et comment ils peuvent échapper à notre système immunitaire. Et ce petit film est basé sur la biologie structurelle et il vous représente par exemple comment l'infection se fait. Donc vous voyez les protéines spike, comment elles permettent au virus de s'attacher à votre membrane cellulaire et de ramener le virus pour qu'il puisse relâcher tous ces particules, y compris tous ces composants, y compris le génome viral à l'intérieur de la cellule et effectivement de l'infecter. Si vous voulez regarder le film en entier, vous pouvez utiliser le QR code. Et vous voyez, c'est important de les voir, c'est important de comprendre comment ils fonctionnent, mais c'est vraiment très, 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 très petit. Donc, 1 angstrom, c'est 0,001 nanomètre. Donc, c'est vraiment tout petit, petit, petit. On ne peut pas voir ça avec un microscope. Même avec le meilleur microscope du monde électronique, on a ce genre d'image qui est la même image qu'on voit à droite, donc le collagène. Vous voyez des filaments de collagène. Et c'est les petites boules que vous voyez, c'est les protéines appelées HSP47, qui est une chaperonne qui permet du coup de mettre le collagène dans la structure qu'il faut. Donc vous voyez, si on remet la structure qu'on a réussi à résoudre sur la meilleure image microscope qu'on peut obtenir, ça ne nous aide pas beaucoup en fait. Le microscope n'est pas assez résolutif pour pouvoir voir ça. Donc comment on peut avoir ces résolutions ? Donc on a
cryo-EM, bioNMR et de la cristallographie protéine. Cryo-EM, c'est électroscopie magnétique cryographique. Et vous voyez que maintenant, la plupart des structures de protéines sont plus résolues par la cristallographie de protéines plutôt que... Et nous allons nous concentrer sur la cristallographie protéine. Je vais être très bref. Ce n'est pas le sujet de la conférence, mais je veux juste vous donner une petite idée de la masse de travail que ça représente de faire, de générer un cristal de protéines. Si vous voulez cristalliser une protéine, cristallisation veut dire obtenir la structure. Donc, il faut déjà identifier quelle protéine vous intéresse. Il faut que vous puissiez isoler la protéine dont vous voulez savoir la structure à partir de l'échantillon que vous voulez cristalliser. Et du coup, ça implique du clonage afin d'avoir une molécule pure. Donc, cloner, identifier, purifier. Il faut vraiment avoir de grosses quantités de la protéine dont vous voulez générer un cristal. Et il vous faut aussi plein de différents produits chimiques afin de forcer la protéine à former un cristal. Ça ressemble vraiment à un cristal. Et puis il faut le récupérer, c'est très petit. On peut uniquement les voir sous microscope. Donc il faut utiliser de la machinerie spécialisée afin de pouvoir regarder ces cristaux. Et du coup, ils sont irradiés. Et ça, c'est une image de moi-même irradiant un de ces cristaux. Et du coup, on obtient on ne peut pas voir la protéine, c'est pas comme la microscopie, mais une fois que vous irradiez, vous pouvez voir ce pattern. Et à partir de ce pattern, vous pouvez créer un modèle. Donc il y a une reverse traduction, si vous voulez, du pattern en structure. Et voilà ce qu'on obtient. C'est ce qu'on utilise pour commencer à construire le modèle. C'est une expérience, donc on ne sait jamais. Donc pour choisir la cible et pour l'isoler, ça prend des jours. La purification prend des semaines. La cristallisation peut prendre des semaines, voire des mois. L'irradiation prend des heures ou des minutes, c'est vraiment rapide. Et après, vous obtenez vos résultats et il faut décrypter, analyser, former le modèle et ça prend encore une fois des semaines. Donc, vous voyez, une thèse doctorale dans notre domaine prend à peu près 3 ans. Donc, vous voyez, ça prend vraiment énormément de temps et c'est Et maintenant, AlphaFold vous dit qu'on peut vraiment sauter toutes ces étapes et à partir de la cible, on peut obtenir le modèle. Et ça, vraiment, ça réduit des années de travail expérimental en heures. Et comment est-ce qu'AlphaFold réussit à faire ça? Et maintenant, je vais vous expliquer un peu comment l'évolution des protéines fonctionne. Donc ici, je vais reprendre l'exemple du collagène. Le collagène, on a du collagène dans tous les animaux qui ont des os. Donc ici, on a tous les animaux qui ont des os, à part les requins. Donc, si vous avez du collagène dans toutes ces espèces qu'on voit sur la slide, c'est-à-dire que vous aurez aussi la protéine qui aide à former le collagène dans tous ces
animal which was living here, which all of them are descendants from. Et du coup, on peut remonter aux premiers ancêtres communs de toutes ces espèces. Et à travers le temps, cette protéine a changé, ça s'appelle les mutations. Et du coup, on a une version de cette protéine dans tous ces animaux, mais ce n'est pas exactement la même protéine. Donc ici, regardez juste les couleurs. Donc on a la liste des aminoacides qui forment la protéine qui permet de plier ou de replier le collagène. Et vous voyez que les séquences sont alignées. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de conservation en fait dans la séquence. Et vous voyez aussi qu'il y a des positions où les couleurs sont différentes selon l'espèce que vous considérez. Que pouvons-nous apprendre de ça? Donc, ce qu'on sait déjà, c'est que les protéines interagissent. Donc, vous voyez que la protéine qui aide à replier reconnaît la protéine collagène. C'est ce que j'ai représenté ici. C'est notre protéine, qui est une protéine plutôt courte. Et pour former ce nœud, il y a une interaction particulière au milieu entre la flèche bleue et le lock orange. Si ça change de quelque manière que ce soit, l'autre côté doit changer aussi. Donc il faut vraiment conserver cette interaction. Donc s'il y a quoi que ce soit qui change d'un côté, il faut que ça change de l'autre côté pour que ça permette encore une fois la formation du nœud. Non, ça veut dire que les parts qui interagissent entre elles devraient coévoluer. Si une partie change dans un animal, l'autre partie doit changer dans le même animal, sinon la fonction est perdue. Si quelque chose change drastiquement, ça veut dire que ça ne remplit pas une fonction essentielle. And if this changes, which other side changes? And then we know that these two are probably in close combination to each other. And it's not only these. Donc, si on repart sur l'image qu'on avait avant, si on a deux domaines qui coévoluent ensemble, ils sont très probablement, premièrement, importants et deuxièmement, remplissent une fonction connectée. C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble pour remplir la fonction de la protéine. Et maintenant, il faut aussi qu'on se redise que c'est des structures trois-dimensionnelles. Et ce que AlphaFold utilise, au fait, et ce que d'autres ont utilisé avant AlphaFold, c'est une représentation à deux dimensions uniquement. Donc, vous voyez des représentations des acides aminés en haut et sur le côté. Et vous voyez à quel point elles se ressemblent ou à quel point elles changent ensemble. Ça devient intéressant quand on regarde d'autres interactions qui sont un peu plus loin. Donc on a des aminoacides qui sont plutôt éloignés sur la structure primaire, mais sur la structure secondaire et tertiaire, ils interagissent. C'est pour ça que le point sur la heatmap est un peu plus chaud. Comme il y a une symétrie centrale, ça ressemble à la même chose de l'autre côté. Mais c'est la manière, en gros, dont on utilise une représentation 2D pour représenter quelque chose qui est en 3D. Donc ça, c'est une vraie map, une vraie carte d'interaction des acides aminés de cette protéine. On conserve le code couleur hein, et vous pouvez voir comment c'est représenté. Et c'est ce que AlphaFold va vous donner en noir et blanc à droite.
Si vous utilisez de l'apprentissage automatisé, vous avez besoin de données pour entraîner votre modèle. Et maintenant, en fait, pour entraîner ces algorithmes, vous pouvez utiliser les données expérimentales qui ont été générées par les biologistes structurels depuis 50 ans. Donc, vous avez une base de données avec des structures primaires et des structures ternaires qui ont été résolues expérimentalement en formant des cristaux. La base de données des protéines la plus communément utilisée s'appelle PDB, pour Protein Data Bank, et elle a à peu près 15 ans d'existence. Et elle contient à peu près 215 000 structures qui ont été décrites expérimentalement. Et ça, par exemple, c'est une protéine que vous pouvez aller chercher sur cette base de données. Du coup, ça vous donne la structure ternaire, ça vous donne le cristal, ça vous donne la fonction de la protéine, même les publications où le cristal a été publié. Donc, regardons cette figure du papier où AlphaFold a été publié. Je ne suis pas un expert en machine learning, mais je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne et je suis ravi d'être corrigé au fur et à mesure. Donc, on commence par collectionner les données. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut aller voir sur toutes les espèces qui ont cette même protéine. La deuxième chose à faire, c'est ce graphe à 2 dimensions pour voir à quel point ça ressemble. Troisième étape, pas essentielle. L'algorithme essaie de chercher des protéines semblables ou qui font partie de cette famille qui ont déjà été résolues. Donc, si on a déjà un cristal qui va solidifier la prédiction. Donc, encore une fois, ici, je vais utiliser l'exemple de la protéine du chien. Donc, vous prenez la structure séquence de la protéine et on les met dans ces bases de données. Donc, on a des bases de données qui ont des séquences de protéines collectionnées partout dans le monde, par exemple à partir de carottes du sol. Donc, et du coup, on a un alignement de séquences, de la séquence qu'on veut versus toutes les séquences qui existent, dont on connaît l'existence, qui sont présentes dans ces banques. Et du coup, avec cet alignement, on obtient un score qui va nous donner à quel point il y a une similitude entre la protéine qu'on a et ce qui a déjà été retrouvé ou résolu dans la nature. Ici, on a plein d'autres protéines qui se ressemblent et dont la structure a été résolue expérimentalement. Donc, si vous voulez, c'est un peu une référence. Et du coup, ça génère les cartes 2D d'interaction. Donc, on a la séquence, la représentation 2D de la structure 3D, et ça construit 2 réseaux neuronaux. Le premier, c'est EvoModer avec 48 blocs et le deuxième, c'est le module structure qui a 8 blocs. Le premier va essayer d'obtenir toutes les données possibles de l'alignement des séquences parallèles dans les autres espèces et des modèles déjà existants pour essayer de prédire à quel point les aminoacides vont être proches les uns des autres. Comment ça fonctionne? Donc,
On a la représentation. On va analyser toutes les séquences avec un biais. Donc on va analyser les distances, mais avec un biais en utilisant la référence pour guider les premières valeurs. La deuxième partie, après toutes ces informations ont été extraites de l'alignement des séquences, ça va être mis à jour. La représentation 2D des distances entre les aminoacides va être mise à jour. C'est plutôt standard. Maintenant, il y a une équation triangulaire. Donc, si on regarde une structure 3D comme ici, et si vous voyez de 4 à 1 ici, aminoacides, vous voyez qu'il y a une connexion très très proche et vous voyez sur la structure qu'elle est effectivement proche. Vous avez aussi déterminé que l'aminoacide 3 et l'aminoacide 1 donc vous prédisez déjà que l'aminoacide 5, l'aminoacide 4 et 1 sont très très proches. Et vous savez que le prochain dans la ligne, donc le 6, devrait être quelque part proche. Donc si vous changez la distance d'interaction entre l'aminoacide 5 et 1, vous devez donc changer l'aminoacide, la distance d'interaction des aminoacides 4 et 1, vu qu'ils se suivent dans la séquence. Donc c'est ça, la vérification de la distance triangulaire. Et à la fin, du coup, on obtient cette représentation d'interaction entre les aminoacides en paire. Et après, on va avoir une modélisation de ces... Et ça, c'est AlphaFold qui est en train de modéliser une protéine. Et ça, c'est sur leur page d'accueil. Et vous voyez que la protéine devient plus grande et plus grande. Parce que ça place certains éléments avant de placer d'autres. Et ça essaie d'établir à quel point... Ça essaie d'accommoder toutes les restrictions qui ont été prédites à partir de la distance entre les aminoacides. Donc c'est très cool. Et ce qu'ils ont vraiment très bien fait, c'est qu'ils vous disent c'est notre solution et puis ils vous disent aussi un niveau de confiance dans la solution. Et ça, c'est représenté par un code couleur. Predicted local distance, I normally use the word PLDDT is the right abbreviation. And if it's blue for you, then it's a good prediction. Si c'est bleu, c'est qu'il y a un grand degré de confiance que la prédiction est bonne. Voilà, vous voyez. Il y a un score avec la probabilité que la prédiction est bonne. Donc bleu, c'est très bien. Et puis vous avez confiant. Prédiction confiante, prédiction pas bonne et prédiction vraiment pas de confiance. Donc si vous regardez deux positions dans les aminoacides, ça va vous donner So it says this one is pretty nice, but if you compare this one to this one, so that un degré de confiance en la prédiction.
So it gives you this local accuracy in this color code, blue to red, and in this green color, as I call it here, it tells you how sure it is about the distant color, the distant. Ok, donc ça peut vous donner à quel point c'est sûr qu'il y a une interaction ou pas. Et puis ça, c'est avec le code couleur de bleu à rouge. Et il y a un deuxième test pour dire à quel point l'algorithme est sûr que la distance entre les deux aminoacides est bonne. Et ça, c'est le plot qu'on est en train de regarder ici, le vert. Donc ça a été publié en 2021. Et la deuxième fois, ils ont été beaucoup plus rapides pour publier. Ils ont publié le code et ils ont aussi publié des instructions pour que les gens puissent utiliser ce code et puissent le faire tourner. Et du coup, ça a été viral sur les réseaux sociaux. Immédiatement, les gens ont compris comment le hacker pour programming to just change how AlphaFold sees the sequences, and then it could also predict complexes. And the next thing is, Google didn't thought about this, but Sergei Oshinikov thought about it, then just implement the whole thing in Colab. So you don't need to download the stuff, you can do it all in Colab by Google. So Colab fold making proteins fold accessible. Donc ça, c'était pas une innovation de Google, mais quelqu'un d'autre. Donc Sergey a réussi à implémenter AlphaFold dans le Colab. Du coup, il n'y a plus besoin d'aller sur AlphaFold ou de télécharger AlphaFold. Vous pouvez le faire de manière locale. Donc, ce que je pense personnellement d'AlphaFold. Donc je fais toujours plus confiance aux cristaux qu'aux prédictions. Je suis un expérimentaliste, mais je dois admettre que très souvent c'est plutôt proche de la réalité. Vous voyez, c'est pas à 100% la réalité, mais c'est vraiment très proche. Des fois, par contre, c'est pas bon. Donc, je ne partage pas le nom des protéines parce que les structures ne sont pas encore publiées. C'est des travaux qui ne sont pas encore publiés. Donc ça, c'est la prédiction d'AlphaFold de ma protéine qui m'intéresse, sur laquelle je travaille. Et vous voyez avec l'autre couleur la superposition du cristal que j'ai pu résoudre expérimentalement. Vous voyez, on reconnaît que c'est la même protéine, mais la structure est plutôt différente. Et des fois, c'est vraiment nul. Donc, ça, c'est ce que AlphaFold prédit quand on lui donne la structure d'un collagène. Et vous voyez à droite la vraie structure du collagène qui est complètement différente. Ça ressemble plutôt au spaghetti monster des scientologistes. Alors, comment on peut utiliser AlphaFold? Comment est-ce que ça peut être utile? Donc, c'est la structure que j'ai résolue, que je viens de vous montrer. Je vais vous dire comment je l'ai résolue. J'ai résolu la structure en utilisant la partie bleue et la partie rouge de la protéine séparément. Donc, j'ai pu résoudre ce cristal sur AlphaFold, mais il m'a fallu séparer les deux domaines de la protéine.
Donc ça, c'est un port nucléaire, la structure d'un port nucléaire. Donc ça, c'est une résolution qui n'est pas cool. Donc, en gros, on a une protéine dont on ne peut pas résoudre la structure expérimentalement, en tout cas pas avec un cristal. On a juste une image microscope. Et maintenant, on peut prendre des parties de cette structure, prédire sur AlphaFold et avoir ces modèles qui sont générés par AlphaFold replacés dans l'image de la microscopie cryologique électronique et avoir une meilleure compréhension de comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que AlphaFold ne peut pas faire? Il ne peut pas prédire les effets d'une mutation unique, c'est-à-dire si vous avez une seule mutation de toute la protéine, ce qui, si vous voulez voir par exemple le dernier aminoacide représenté sur cette structure 2D, il va me donner la même structure, ça ne va rien changer. Par contre, en vrai, cette mutation a un impact plutôt grandiose sur la vraie structure. Et ce qu'on peut utiliser aussi, ce pourquoi on aime avoir des modèles, c'est pour essayer de placer d'autres molécules au niveau des protéines. Et ça, AlphaFold ne peut pas le faire. Et le dernier problème, c'est qu'on ne peut jamais être sûr. Ce n'est qu'une prédiction. Moi, je suis un expérimentaliste. Je veux avoir la réalité. Et du coup, pour moi, AlphaFold, ce n'est qu'une théorie et ça devrait être considéré comme une théorie. Donc, il faut une hypothèse et il faut la prouver expérimentalement. Et donc, je vais finir mon talk sur une citation de Derek Love, qui est un éditeur dans le journal Nature, qui dit que la biologie structurelle a été grandement aidée par ces nouveaux outils, mais elle n'est pas dépassée et encore moins obsolète. Voilà, merci pour votre attention. Et vous avez du coup sur la slide des QR codes pour aller regarder donc sur ce qui a été présenté plus tôt, l'animation du coronavirus, le CollabFold pour pouvoir plier ou prévoir la structure de vos propres protéines et le Foldit. Jouer à être un biologiste structurelle. Première question dans ça. Y a-t-il un moyen de corriger les prédictions d'AlphaFold? Comment peut-on utiliser notre connaissance en biologie structurelle pour corriger les prédictions ou améliorer les prédictions d'AlphaFold? Réponse? AlphaFold ne fait pas de la merde. Dans 99% des cas, ça fait vraiment des prédictions excellentes, mais il n'y a que... Je surestime. On peut utiliser plusieurs choses pour améliorer les prédictions. Il y a tout un domaine. Je viens de sortir d'une conférence de biologie structurelle qui traitait exactement ces problèmes. AlphaFold a fait un pas de géant.
but many other programs did there which did it in a similar way. Et du coup, pour le docking, par exemple, AlphaFold ne le fait pas, mais il y a d'autres programmes qui sont similaires qui essaient de faire ça. L'Internet a cristallisé une question. Quelles sont vos pensées personnelles vis-à-vis de comment peut-on utiliser cette connaissance pour la médecine? Réponse. Ça dépend. Ce pourquoi vous avez besoin de vos structures. Donc, par exemple, si vous avez un récepteur d'insuline et que vous voulez générer une molécule qui va s'attacher à cette structure d'insuline, la prédiction va être où la structure biologique va être essentielle pour pouvoir dessiner cette molécule. Support or supervise many structural biologist projects and also some medical ones, and none of them are not using AlphaFold. Donc tous les projets, je suis impliqué dans plusieurs projets qui sont plus académiques ou plus médicaux et il n'y en a pas un seul qui n'utilise pas AlphaFold. Merci pour la conférence. Dans l'avenir, such good that it would be possible, like with omics technology, to combine it with interactomics to simulate whole organisms to answer scientific questions. Est-ce que dans le futur AlphaFold va être si bon que avec les prédictions d'AlphaFold, on peut combiner avec d'autres bases de données et pouvoir prévoir ou modéliser un organisme entier, pas seulement les protéines, mais toutes les molécules? Donc, il y a déjà des projets qui sont en cours et qui essaient de simuler des organismes entiers avec toutes les macromolécules qui les composent. Ouais, je sais pas. Je sais pas si on va y arriver. Si vous m'aviez demandé 4 ans plus tôt si on serait là aujourd'hui, j'aurais probablement dit non. Mais on y arrive, effectivement. Il y a de la combinaison de différents niveaux de connaissances. La plupart des protéines dont on connaît la structure peuvent être cristallisées. Mais comment peut-on résoudre les structures des protéines qui ne sont pas cristallisables? En théorie, toutes les protéines devraient avoir une structure trois-dimensionnelle définie, ce qui n'est pas la réalité. Techniquement, toutes les protéines devraient être cristallisables, mais on n'a pas encore trouvé les conditions idéales afin de pouvoir générer ces cristaux. A prediction method should be able to at some point predict it. If AlphaFold is doing the trick, or some other même sans cristal, si on améliore le modèle suffisamment, il devrait être capable de prévoir la structure de ces protéines. Question. Est-ce que la structure d'une protéine peut changer durant la cristallisation? Réponse. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens dans le domaine qui disent qu'un cristal est tellement artificiel qu'il ne devrait pas être utilisé comme référence, parce que c'est une structure rigide et que les protéines sont beaucoup plus dynamiques physiologiquement. Mais on les teste dans plusieurs environnements biochimiques et en général, c'est plutôt rassurant. Ça correspond aux cristaux. En général, c'est pas un problème. Merci pour la conférence.
La question, c'est comment vous arrivez à la structure primaire, comment vous avez la séquence d'aminoacides que vous pouvez utiliser pour AlphaFold. Réponse. En principe. Vous allez dans sens inverse en temps normal. Donc vous savez déjà la séquence d'aminoacides. Par exemple, la question arrive, c'est coronavirus. Je veux comprendre la physiologie du coronavirus. Et du coup, on peut séquencer l'ADN. L'ADN est transcrit en ARN. L'ARN est ensuite traduit en protéines. Donc, à partir de la séquence ADN, on peut prévoir la séquence. Si on a de l'ADN, on peut prévoir la séquence de la protéine. Question. La même protéine peut avoir différents états de stabilité. Quelle est la suite? Est-ce qu'on a des méthodes maintenant pour, encore une fois, pouvoir comparer la configuration cristal qui est très rigide à la structure que les protéines vont avoir dans un environnement plus physiologique, c'est-à-dire quand elles sont en train de faire leur boulot dans une cellule. Donc, réponse. Les cristallographes ont souvent plusieurs formes cristallisées de la même protéine. That at some point we have probably like a large language model of proteins, which actually understands how the protein folding is kind of happening, not like we come from A to B, but how, what is the difference? Ok. Donc en gros, the Facebook company has done this language model, but it's much less. le repliement, la formation de la structure des protéines est graduelle. Ça ne se fait pas ce n'est pas binaire. On n'a pas une protéine dépliée puis une protéine qui est complètement structurellement 3D. Ça se fait par étapes et on a maintenant des modèles qui essaient de se concentrer sur ces étapes intermédiaires pour vraiment comprendre comment la protéine est pliée en temps réel. J'ai un mastodonte, vous pouvez aller regarder ça. Et merci encore pour la conférence.